Bonjour, bienvenue au balado Le passé au présent, développé par la Société Alzheimer de Québec, le balado qui tente de vulgariser et de démystifier l'information entourant les troubles neurocognitifs. Mon nom est Charlie Dorval et je suis intervenante sociale à la Société Alzheimer de Québec. Avant de débuter, je vous invite à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com si vous souhaitez faire un don ou vous informer sur nos services. Si vous désirez parler à une intervenante, référez-vous à la Société Alzheimer de votre région. Merci et bonne écoute! Alors, bonjour à tous, bienvenue au balado Le passé au présent. Aujourd'hui, notre invitée, je vous présente Caroline Simon, sexologue chez l'organisme S'explique. Bonjour Caroline. Allô. Merci vraiment d'être venue. Aujourd'hui, le sujet, ça m'allume complètement. On va parler de la sexualité chez les personnes aînées, plus précisément la sexualité chez les personnes qui ont un trouble, qui vivent un trouble neurocognitif. Mais quand on parle sexualité, on ne parle pas nécessairement juste de la sexualité elle-même, on va parler de tout ce qui l'englobe, de l'intimité autour de ça, des changements de l'évolution. Je vais commencer par te demander, t'es qui, Caroline Simon? Comme toujours. Te présenter un petit peu ton parcours, tu viens d'où? Qu'est-ce qui a fait que tu es allée en sexologie? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? OK. Je suis sexologue pour l'organisme S'explique, donc membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, inévitablement. Mon parcours, en fait, j'ai fait mon bac, dans le fond, c'est un bac, je l'ai fait en 4 ans à l'UQAM. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé avec des enfants TSA, une bonne partie de mon parcours. Puis là, je suis S'explique depuis presque 6 ans. Je suis la coordonnatrice des services. Donc, chez S'explique, on fait vraiment du 0,99 ans, toute clientèle confondue. Donc, j'ai touché un petit peu à plusieurs problématiques. Mais, comme je te disais d'entrée de jeu, j'ai pas une spécialité en troubles neurocognitifs, mais on le touche, on rencontre des gens ou des proches aidants aussi. Donc, voilà. Oui, puis est-ce que, tu sais, inévitablement, vous rencontrez, c'est ça, des gens, des personnes aînées et tout, comme... Est-ce que il y a une clientèle, puis là, c'est très personnel comme question personnelle, parce que moi, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a une clientèle que tu préfères ou toute la clientèle est tellement différente que... J'aime beaucoup les enfants primaires. Oui. On fait beaucoup d'ateliers d'éducation à la sexualité. Ouais. J'aime beaucoup les aînés aussi. C'est toujours... C'est très surprenant, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Souvent, on va penser qu'ils vont être super gênés, que ça va être très tabou, mais au contraire, dès qu'on leur ouvre la porte, parce que c'est rare qu'on leur ouvre la porte pour parler de sexualité, là, il va y avoir des petites mines d'or qui vont sortir, des anecdotes. Des fois, ça y va sous forme de souvenirs. Des fois, c'est sous présent, évidemment, mais c'est toujours bien le fun. Puis moi, j'ai un faible pour la clientèle des papas aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ma clientèle chouchou. Qu'est-ce qui différencie les papas du reste de la clientèle? Pourquoi les papas? Je suis quand même sensible à la réalité des papas, tout simplement. On parle beaucoup des mamans, puis j'adore travailler avec les mamans aussi, mais souvent, les papas sont mis dans l'ombre un peu, puis c'est tellement important pour le développement des enfants, puis c'est tellement important pour le bien-être, le sentiment des papas. Donc, quand j'ai fait mes études, mes travaux étaient surtout en direction des papas, mais... on sait jamais où est-ce qu'on se ramasse. Oui, non, c'est ça. Oui, puis pour ceux qui nous écoutent, t'es un visage connu dans le sens où on t'a vu la semaine passée, le mois dernier, en fait, au mois de janvier, mais il est sorti au mois de février au salon Alzheimer, qu'on a présenté une conférence devant le public avec plusieurs professionnels. Tu faisais partie des professionnels dont on a fait appel. Comment t'as trouvé ça, le salon Alzheimer, l'expérience du salon, de la conférence, etc.? Est-ce que ça a eu un impact sur vous? J'ai vraiment adoré. J'étais vraiment, encore une fois, merci de l'invitation. On a eu des échos, il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés, on a commencé quelques suivis. Ça nous a donné une visibilité parce que beaucoup de gens ne connaissent pas S'explique. Hein? Depuis 1963 qu'on est dans la ville de Québec, mais c'est vraiment pas tout le monde qui nous connaît. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir un rayonnement sur une clientèle qu'on connaissait moins, mais ça a été vraiment le fun. Surtout chez les aînés, je pense qu'on connaît moins parce que veut pas, nous, on vous a connus de par les réseaux sociaux, on vous voit un peu, c'est ça, sur Instagram, vous êtes quand même relativement très présents et tout, mais les aînés sont pas nécessairement justement sur les réseaux sociaux, du moins, encore moins Instagram, ça fait en sorte que
ben, on est un peu moins connu dans ce temps-là parce que c'est une belle plateforme, justement, les réseaux sociaux mais pour les aînés, c'est plus niché. Il y a moins d'aînés qui sont sur ces plateformes-là. Fait que je trouvais ça le fun. Moi, j'ai adoré vous rencontrer tous. Puis je trouvais ça intéressant, justement, d'avoir une sexologue pour en parler parce que on n'en parle jamais. On peut rentrer directement dans le sujet. Oui. On n'en parle jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'une proche aidante, pendant un groupe de soutien, à la toute fin, elle m'a gardée pour me dire, elle m'a littéralement dit, tu sais, j'ai plus autant d'attirance, j'ai plus le goût d'avoir des relations sexuelles. Lui, ça y tente encore, puis c'est son conjoint qui avait un trouble neurocognitif. Mais moi, j'ai plus le goût, puis je sais pas comment lui dire. Puis même moi, ça m'a surpris parce que, tu sais, je sais que ça peut arriver, mais on dirait que je n'étais pas prête à répondre à ce genre de questions-là, de ce genre d'interrogations-là, puis à l'accompagner là-dedans. En vieillissant, de façon très générale, de quelle façon la sexualité tend à changer? Ben, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect psychologique, physique, puis j'ai envie de dire l'aspect routinier, l'aspect environnemental. Premièrement, ben, avec l'arrivée de la retraite, c'est pas tout le monde qui le vit bien. Ouais. Il y en a pour qui la retraite, c'est comme un idéal, un but à atteindre, puis c'est tant mieux, mais il y en a qui voient ça vraiment comme un deuil aussi. Tu sais, c'est une perte de rôle aussi, particulièrement pour les hommes. Oui. Qui ont encore une fois un rôle de pourvoyeur dans certaines familles, tout ça. Donc, tomber 24/7 avec ton ou ta conjointe, ça change la dynamique. Tout à fait. Des fois, c'est en même temps que les enfants vont quitter le nid aussi. Donc, c'est comme tout un réapprentissage de la relation, de la vie au total, mais de la relation, de la famille. Donc, tu sais, tout ça, ça peut jouer, puis ça peut influencer comment on va vivre la sexualité. Il y en a qui voient ça comme une grande libération, puis c'est génial, tu sais. Oui. C'est vraiment une redécouverte. Mais il y en a qui vont voir ça, tu sais, d'une façon un peu plus lourde, un petit peu plus difficile. Une fin. Puis, tu sais, le sentiment d'utilité aussi, tu sais, à la société et tout, tu mets un peu fin à ce sentiment-là, si on veut. Oui, exactement. Pour certains, entre guillemets. Fait que c'est sûr qu'au niveau de l'estime, tu sais, au niveau physique, on se le cachera pas, il y a énormément de changements. Juste l'image corporelle. Tu sais, si on parle même pas au niveau des dysfonctions sexuelles, au niveau de la réponse sexuelle qui est plus lente aussi, évidemment, l'image corporelle chez les aînés, on n'est pas dans une société qui valorise le vieillissement, mais pas du tout. Tellement pas. Fait que juste penser de... Moi, j'ai un exemple que je donne en conférence. Ma mère qui me dit depuis des années, quand elle essaie des vêtements, « C'est-tu correct? J'ai-tu l'air trop jeune? C'est-tu approprié ce que je mets? » Puis moi, c'est, ben, tu l'aimes-tu? T'es-tu bien dedans? Exactement. Mais c'est toujours le regard des autres. C'est lourd chez les aînés, le regard des autres. Tu sais, on peut pas cacher le visage qui vieillit à un moment donné. Tu sais, c'est... Mais en fait, c'est beau vieillir. Tu sais, c'est... Tout le monde... T'sais, personne veut vieillir, mais tout le monde veut vieillir d'un sens, tu sais. Ben, on n'a pas le choix non plus de passer à travers ça. On n'a pas le choix. Il faut l'accepter. Exactement. Donc, tout ce qui est au niveau de l'image de soi, l'image corporelle, ça peut être difficile. Il y a la réponse sexuelle qui va être plus lente aussi. Ménopause, andropause vont avoir des impacts quand même au niveau physiologique sur la réponse sexuelle et le désir aussi, tout ça. Au niveau psychologique, ben, on a parlé un petit peu de la routine, mais il peut y avoir des maladies, troubles de santé mentale qui peuvent arriver, concomitants, fatigue. Donc, il y a plein d'éléments en vieillissant qui peuvent changer, mais le message qu'on aime bien donner chez S'explique, c'est pas une finalité. Nous, on aime bien dire que c'est un renouveau de la sexualité. Wow! Tout à fait. Puis, parce que moi, ce que j'entends souvent, tu sais, dans ma vie personnelle, c'est qu'on dirait que quand un couple vieillit ensemble, tu as parlé de la routine tout à l'heure, mais quand un couple vieillit ensemble, c'est comme si, ça fait 35 ans qu'on est ensemble. C'est comme si on est habitués, on vit ensemble pour vivre ensemble. C'est comme si les gens entretenaient peut-être pas cette espèce de bulle au niveau intime, au niveau sexuel. Parce que, tu sais, écoute, ça fait 35 ans. C'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si les gens se perdaient avec la routine, justement, avec le quotidien, avec les enfants. Avec les enfants, tout à fait. Ouais. Effectivement, mais en même temps, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui l'entretiennent, mais plus dans l'intimité puis dans le secret. Tu sais, la sexualité, c'est encore tabou, on l'a dit tantôt, fait
c'est pas tout le monde qui va parler de leur vie sexuelle, intime, amoureuse. C'est pas tout le monde qui sont démonstratifs non plus. Fait que, tu sais, c'est faux de croire que la majorité des aînés n'ont plus de vie sexuelle ou très peu. Souvent, ils vont privilégier la qualité au niveau de la quantité. Puis c'est ce qu'on essaie de déconstruire un peu toute la performance, puis le nombre de fois par semaine, puis ce qui a aucune importance, dans le fond. C'est ça, ça n'a pas lieu d'être. Non, pas du tout. L'important, c'est justement dans tous les petits moments d'intimité, pas nécessairement dans l'acte comme tel, exact. Mais dans tous les moments d'intimité de qualité qu'on passe avec l'autre au bout du compte. Tu sais, quand on donne des ateliers avec les jeunes et les aînés, ce qu'on essaie de faire, c'est de décentraliser la pénétration aussi. Parce que la pénétration, déjà, c'est très hétéronormatif dans notre société, mais c'est ce qui est le plus valorisé au niveau de la sexualité, alors que il y a tellement d'autres choses possibles. Il y a tellement d'autres moments d'intimité, il y a tellement d'autres possibilités dans la sexualité que des fois, de juste remettre un peu nos barèmes puis de dire, on a une vie sexuelle active. Il n'y a pas de pénétration peut-être, ou moins, mais qu'est-ce que ça change? On est bien, on vit un moment intime, on peut avoir des orgasmes pareils ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est d'essayer de rebalancer tout ce qui est au niveau de la performance. Puis de vraiment valider nos besoins aussi, de voir c'est quoi nos besoins, de parler d'orgasme, etc. Mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'on... C'est tout d'un coup une défaite ou quelque chose qui n'a pas eu lieu, puis on est déçu. C'est peut-être que c'est ça qu'on... on n'en veut pas nécessairement, puis c'est correct comme ça aussi au bout du compte. Tu sais, à cause, entre autres, de la pornographie, on voit beaucoup l'orgasme comme la finalité du rapport sexuel, alors qu'un rapport sexuel, ça termine quand ça termine. Quand on a envie que ça termine. Quand c'est assez, quand on est fatigué, quand... Fait qu'il y a d'enlever ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, tu sais, j'arrive plus à atteindre l'orgasme. Puis je comprends, là, qu'il y en a pour qui c'est difficile, puis qui veulent l'atteindre. Puis ça, c'est correct, on peut le travailler, mais... Des fois, c'est de déconstruire un peu de... C'est pas la finalité, c'est pas l'objectif, c'est pas grave, sinon... Parce que effectivement, c'est le moment où on est bien aussi avec l'autre personne, puis c'est un moment qu'on vit juste avec cette personne-là, donc faut le chérir. La connexion, là. Ouais. Puis on sait que, en vieillissant, tu l'as nommé, il y a des maladies qui apparaissent. Plus on vieillit, plus on a de risques de développer un trouble neurocognitif. Donc, on embarque dans le sujet dont on veut parler avec, justement, l'apparition d'un trouble neurocognitif. Effectivement, on dit souvent, le proche aidant, la personne proche aidante, elle est le deuxième patient, le patient invisible. Donc, malheureusement, cette personne-là va subir beaucoup les conséquences de la maladie, autant au niveau de la vie quotidienne, mais aussi au niveau de l'intimité, parce que veut pas, les rôles changent. On l'a déjà dit, je le dis souvent dans mes conférences, mes collègues aussi, mais quand on est un couple, par exemple, à un moment donné, c'est comme si le conjoint ou la conjointe qui est aidant va devenir l'espèce d'infirmière ou de prodigueur de soins, si on veut. Donc, ça tend aussi à changer l'image de l'autre. Puis, comme j'ai nommé un petit peu plus tôt, notre vision de l'autre va changer également. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces situations-là où... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ces situations-là où, justement, les rôles changent, mais on veut quand même continuer d'avoir une intimité? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Premièrement, je pense que c'est important qu'on nomme que c'est normal que ça soit difficile. C'est une transition que personne ne veut vivre, en fait, puis qu'on se prépare pas à ça, on n'en parle pas. Puis les gens vont me trouver peut-être plate parce qu'on ramène toujours ça, mais la communication... c'est la base. C'est la base, mais plus je rencontre des couples, plus je me rends compte que c'est vraiment pas tous les couples qui communiquent. Souvent, les couples vont me dire « on se parle pas ». Oui, on se parle du quotidien, de la température, mais on se parle pas de ce qu'on ressent, ce qu'on veut, nos désirs. La sexualité, c'est tabou même au sein de plusieurs couples. Et pourtant. Oui. Et pourtant, on le vit avec cette personne-là, donc c'est avec cette personne-là qu'on doit en parler. Oui. Mais c'est vrai que la communication, c'est la base. Puis j'ai comme l'impression aussi, dans une génération avant nous, tu sais, les personnes qui sont aînées présentement, c'est justement une génération où
la sexualité a vraiment été mise en tabou, là. Fallait pas en parler, fallait pas le dire à personne, fallait le garder pour nous, fallait le garder secret. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont des... Tu sais, peut-être que c'est la religion ou peu importe c'est quoi qui fait en sorte que, bon, ils en parlent pas, mais c'est ça aussi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à discuter de ça. Parce que c'est des restes. C'est comme une espèce de... C'est ça, des restants de ce qu'ils ont vécu, tu sais, des habitudes de ne pas en parler. Ils n'ont pas eu d'éducation à la sexualité non plus. Non plus. Donc, il y a personne qui a parlé de consentement, il y a personne qui a parlé de communication. Tu sais, on est chanceux, là, de plus en plus, on fait de l'éducation, il y a des conférences possibles, tout ça, sauf qu'une conférence ne va pas changer la façon dont on a géré notre couple pendant 35 ans. Fait que des fois, c'est de réapprendre, mais tu sais, dans la routine, c'est quand même un enjeu, c'est pas facile. On repart pas de zéro, c'est de réapprendre à partir de où on a tout bâti, ce qu'on a bâti. T'sais. Exactement. Puis quand on travaille avec tout le monde, en fait, il faut prendre la personne d'où elle part, d'où elle est. Fait qu'il faut pas... on peut pas penser que la personne va faire un pas de géant. Il faut la prendre où est-ce qu'elle est, puis des petits objectifs. Fait que c'est sûr qu'il y a certains sujets que je conseille d'aborder, comme la fidélité. Ouais. Avec le couple, mais ça, c'est pas facile. Puis souvent, il y a un des deux partenaires qui dit « mais l'autre veut pas en entendre parler. À un moment donné, il faut insister pour la communication. Des fois, c'est vraiment difficile. Puis, je veux dire, j'espère que la majorité des gens n'auront pas à avoir cette discussion-là, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que c'est intéressant parce que faut savoir que, bon, quand il y a des troubles... Quand on fait face justement aux troubles neurocognitifs, quand une personne de notre entourage, notre conjointe, vit avec un trouble neurocognitif, on le sait, il y a des étapes, c'est sûr qu'il y a un processus quand même qui évolue, mais il y a des choses qu'on sait qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais de prévoir, nous on le dit souvent, de prévoir, on ne peut pas prévoir l'avenir sur tout ce qui va arriver, mais on peut prévoir tout ce qui est volet légal, etc. On peut tenter de minimiser ce qui va arriver. Mais c'est la même chose pour l'intimité, la sexualité. T'sais, on peut prévoir que ça se peut qu'en hébergement ou dans un avenir semi-rapproché, ce concept-là de la fidélité, faille le revisiter. Parce que ça arrive parfois qu'en hébergement, notre proche, si par exemple on fait héberger notre proche trouve un autre partenaire ou même nous, en tant que proche aidant, ça se peut qu'on trouve notre autre personne pendant qu'on accompagne. Mais ça veut pas dire qu'on aime moins la personne pour autant, puis qu'on veut moins s'en occuper, puis être là pour elle. Oui. Fait qu'il faut en parler, effectivement, en couple, de ce concept-là. Est-ce que, si par exemple, toi, de ton côté, tu rencontres justement un couple qui veut en parler, etc., comment tu les guides là-dedans? C'est une bonne question. D'abord, je vais commencer par demander, eux, c'est quoi leur concept de fidélité, premièrement. J'ai envie de te dire que si j'ai quelqu'un dans mon bureau qui en parle, c'est parce qu'ils ont déjà fait un processus. OK. Parce que la sexualité, souvent, va être en dernier plan. Ouais. T'sais, on parle, entre autres, un exemple, des personnes qui vivent avec un cancer. Ça va influencer directement leur sexualité. Tout à fait. Mais c'est pas tous les professionnels de la santé qui vont penser à en parler. C'est vrai. Donc, même chose avec les troubles neurocognitifs. Tu sais, je pense qu'il y a d'excellents médecins, d'excellents professionnels de la santé qui vont ouvrir la porte, mais il y a tellement de charge mentale, il y a tellement, comme tu dis, l'aspect légal, comment les enfants vont réagir, que la sexualité, des fois, semble être complètement le dernier souci. Oui. Alors que c'est tellement proche de nous, puis c'est dans notre quotidien, notre sexualité. C'est à toutes les fois qu'on se déshabille devant le miroir, qu'on va au lit avec notre conjoint, tu sais, ça revient tout le temps. Fait que c'est important d'en parler. Fait que, tu sais, si j'ai quelqu'un dans mon bureau, déjà, probablement qui veut en parler, on a déjà un bon pas de fête. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est quoi la fidélité? Souvent, je vais demander, est-ce que c'est la même chose que l'honnêteté pour vous? C'est là qu'on va sortir un peu de... par exemple, si j'embrasse quelqu'un d'autre et je te le dis le soir même, tu as été honnête. Ouais. Est-ce que tu as été fidèle? Pas nécessairement. Fait que des fois, c'est de décortiquer un petit peu les concepts ensemble, de dire pour vous, c'est quoi la fidélité? Pour plusieurs couples, c'est tu ne peux pas avoir de contact physique avec personne d'autre. Mais il y en a pour qui c'est un petit peu plus élastique.
Avec les nouvelles générations, on le voit, là, que c'est un petit peu plus élastique comme concept. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste différent. Sauf que je pense que c'est important qu'on puisse parler de, ben, tu sais, mettons, on s'est engagé pendant 30 ans ensemble à être exclusif. Est-ce que c'est réaliste de l'être encore? Ouais. Est-ce que c'est mon attente envers toi? Puis ça se peut que la conversation aide pas, parce que ça se peut que là où la conjointe soit pas prête à dire vas-y, vis autre chose. Au moins, la porte va être ouverte, au moins, il va y avoir une discussion. Puis ça se peut que là où la conjointe dise écoute, je sais pas ce qui va arriver, mais je veux que tu sois heureux ou heureuse. Des fois, juste ça peut tellement enlever le sentiment de culpabilité. Tellement, tellement. Puis surtout, c'est ça, surtout dans un contexte de troubles neurocognitifs où, justement, on sait que ça peut arriver. C'est important d'en parler, c'est important de nommer. Parce que le concept de fidélité, puis tiens, on le dit souvent dans les limites, dans le sens où, par exemple, bon, une personne apprend qu'elle a un trouble neurocognitif, son conjoint, sa conjointe, son proche aidant va se déterminer des limites d'accompagnement. Puis on dit qu'à travers le processus, les limites peuvent tendre à changer, puis c'est correct, c'est normal, tu sais, parce que ça se peut qu'on s'était déterminé des limites qui sont très loin, très grandes, mais qu'en cours de route, on se dise ben c'est trop difficile, c'est plus difficile que ce qu'on avait imaginé. On est plus épuisé, il y a des maladies peut-être qui sont apparues, mais on peut changer ces limites-là. Mais c'est un peu le même principe. Dans un couple, quand ça fait 35, comme tu disais tantôt, 35 ans, 40 ans, 50 ans, il y en a qui, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. Le concept de fidélité que tu avais parlé au début, ben dépendamment de comment ta vie va, ton couple va, ben dans laquelle il évolue, ben ça se peut que ça tende à changer. C'est pas parce que t'aimes moins la personne ou tu y tiens moins, c'est juste parce que on évolue dans un contexte qui est différent. Donc, on peut pas considérer les mêmes barèmes, si on veut. Exact. Surtout dans un contexte de troubles neurocognitifs, de maladies, comme tu disais, de cancer, etc. J'avais vu un film qui s'appelle, un très bon film d'ailleurs, qui s'appelle Au-delà des mots, qui est disponible sur le site de l'appui pour les proches aidants. C'est un couple, ben en fait, c'est 2 personnes proches aidantes qui ont accompagné chacun leur conjointe. Puis, ils ont fait héberger leurs conjointes respectifs. Puis, en cours de route, eux, ils se sont rencontrés pour des projets X. Puis, ils se sont rencontrés puis ils se sont trouvés. Tu sais, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles dans l'accompagnement. Ils se sont trouvés puis sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais tous les deux, chacun de leur côté, continuaient d'aller voir leur mari, leur femme, mais ils étaient capables de se retrouver dans quelque chose avec quelqu'un qui comprenait leur situation à l'extérieur de ça. Puis je me souviens, le monsieur avait dit c'est comme si la vie reprenait un sens. Puis quand on a écouté ce film-là, c'était en salle, ils ont fait des représentations en salle et tout. Puis il y avait des gens qui étaient outrés de ça. C'est sûr. Mais je me souviendrai toujours qu'il y a un monsieur qui s'est levé, puis il a dit « Moi, je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui, je suis avec ma copine. Ma femme est hébergée, elle est en centre d'hébergement. Je l'aime de tout mon cœur. » Mais il était en ce moment en train d'écouter ce film-là avec sa conjointe, sa nouvelle conjointe, mais il continuait d'accompagner puis d'aimer. Fait qu'il s'était retrouvé là-dedans. Je trouvais ça super beau. C'est très beau. Mais c'est confrontant aussi en même temps. Mais on est dans une société qui valorise beaucoup le couple à deux, le binôme. Les séries télé, les films. Jurassic Park, ils nous ont mis une histoire d'amour là-dedans. Je veux dire, il y en a partout. C'est vrai. Tu sais, on fait tirer une paire de billets. Tu sais, tout dans la société dit qu'on devrait être en couple, qu'on devrait être deux. Fait que c'est une espèce de construit qui... Ça va comme à l'encontre de tout ce qu'on a eu comme enseignement. C'est comme si on devrait être deux tout le temps. Mais la réalité fait que c'est pas toujours ça. Tu sais, les grands principes qu'on essaie de se mettre en amour, en sexualité, à un moment donné, quand on se ramasse face à une situation, on se rend compte que des fois, ça fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple, tiré par les cheveux, là, tu sais. Je tomberai jamais en amour avec le chum de ma meilleure amie. Mais on le sait pas. Mais tu sais, c'est comme des principes que tout le monde se dit « Mais non, tu peux pas faire ça. Mais quand ça t'arrive... Tu y réfléchis. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu la même chose de dire « Je vais être fidèle toute ma vie à une seule personne. » C'est comme quand t'as 2 enfants, t'es capable d'en aimer 2.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est de tout revoir un peu, mais je sais que c'est choquant pour plusieurs, puis c'est confrontant, ça confronte nos valeurs, Tout à fait. nos principes qu'on s'est mis depuis des années. Mm-hmm. Mais en réalité, pourquoi pas ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre si tout le monde est bien dans la situation? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis surtout, tu sais, dans ce contexte-là, c'est ça qui est difficile aussi quand on parle du contexte du concept de fidélité, c'est que, justement, bon, ça a été un concept qu'on a gardé précieusement dans un couple. Puis souvent, bon, les gens qui tendent à pas être jaloux, mais tu sais, à avoir peur, justement, que l'autre quitte, etc., bien, ça émane parfois d'un manque d'estime de soi, parfois souvent d'un manque d'estime de soi. Puis tu l'as nommé tantôt, tu sais, je pense que tout se relie, c'est que plus on vieillit, plus l'estime de soi aussi, vu que, bon, on a une vision de la personne aînée qui n'est pas nécessairement la meilleure vision. Tu sais, on n'est pas dans une société, malheureusement, qui met de l'avant le vieillissement. Bien là, quand on vieillit, on se voit moins beau qu'on l'était. L'estime de soi tend à baisser. Fait que là, si en plus de ça, il faut penser à un concept de fidélité qui est autre que celui qu'on avait imaginé, c'est pas facile. C'est pas facile, là. C'est vraiment pas facile. Ça doit être des grands bouleversements pour une personne qui vit ça. Ouais. Mm-hmm. Mais en même temps, un grand soulagement d'en avoir parlé. J'imagine. Tu sais, une fois qu'on a ouvert justement cette conversation-là, ça doit être très... J'ai envie de dire ça doit dépendre de la personne. Ouais. Parce qu'il y en a pour qui ça doit être un soulagement, puis se dire, enfin, on a 4 sur 4, puis on se donne des permissions, puis on se donne des barèmes. Puis il y en a d'autres que probablement que leur conjointe va être très ferme, très heurté par la... Fait que, tu sais, je comprends qu'il y en a qui ont peur d'ouvrir la discussion par peur d'heurter. Mm-hmm. Ils ont peut-être aussi des souvenirs de discussions, de chicanes qu'il y a eu dans le couple qu'on veut pas revisiter aussi. Mm-hmm. Donc, ça dépend tellement d'un couple à l'autre. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est intéressant de le faire accompagné d'un intervenant, une intervenante, une sexologue, peu importe, pour avoir une médiateur, une tierce personne, des fois, pour en discuter, un terrain neutre aussi. Justement, pour calmer le jeu, puis tenter de revoir un peu notre façon de voir les choses. Parce que quand on est juste deux, bon, ben c'est un a raison, l'autre a tort, ou vice-versa. Ouais. Mais si on est trois, justement, puis qu'on a une personne neutre, ben ça peut aider à nous amener à voir le point de vue de l'autre d'une autre façon, peut-être. Le lieu neutre aussi. Mm-hmm. Ah oui. En éducation à la sexualité, des fois, on conseille aux parents de ne pas nécessairement aborder la sexualité dans la chambre de l'enfant pour respecter sa bulle d'intimité. Mais c'est sûr qu'il y a des sujets confrontants comme ça dans la maison familiale. Ça peut être difficile, alors qu'un lieu neutre peut permettre qu'on dépose ça là puis qu'on le quitte. Mm-hmm. Donc, des fois, ça peut être facilitant aussi. Ah, effectivement, c'est intéressant, ça. Puis, à travers tout ça, oui, on a parlé de la fidélité et tout. Il y a une notion qui est super importante, une autre notion qui est super importante à explorer quand on parle justement de la sexualité et de l'intimité en contexte de troubles neurocognitifs. On sait qu'avec l'évolution de la maladie, parfois, il y a des gens qui deviennent désinhibés. Le filtre est peut-être altéré pour certains, dépendamment de la zone du cerveau qui est affectée. Ça fait en sorte que puis on sait que l'aptitude parfois à prendre des décisions chez une personne qui a un trouble neurocognitif peut être peut être discutée, si on veut. Ça m'amène à penser à tout ce qui est la notion de consentement. Ouais. Parce que, bon, par exemple, moi, je suis une personne qui aide mon conjoint qui a un trouble neurocognitif. Moi, j'ai des désirs sexuels, etc., mais je ne sais pas si mon conjoint, avec l'état cognitif qu'il a présentement, est apte à dire oui ou non à une relation intime. Exact. Dans ce cas-là, comment on fait pour déterminer le consentement? C'est quoi? Ben, c'est très difficile. Premièrement, là, c'est un malaise chez tous les intervenants, C'est vraiment un flou, puis c'est une maladie qui peut évoluer rapidement. Mm-hmm, tout à fait. Donc, c'est un professionnel de la santé qui peut te dire si la personne est plus apte à consentir ou est apte à consentir. Mais encore là, tu la rencontres une semaine, la semaine d'après. Tu sais, fait que c'est très difficile. Mais si on y ramène aux bases du consentement, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il doit être libre, donc sans menace, sans pression, sans chantage.
Tout à fait. Donc, j'ai envie de mettre l'accent sur sans chantage, sans pression, parce que ça fait un mois qu'on l'a pas fait, ça fait... Tu sais, ça, on le voit beaucoup à l'intérieur des couples. Oui. La pression, le chantage, donc ça doit pas être par culpabilité que la personne a une relation sexuelle avec nous. Mm-hmm. Éclairée, elle sait dans quoi elle s'embarque, elle sait le processus. Maintenant, on parle aussi d'enthousiaste. Quand on parle de consentement, la personne, elle en a envie. Mm-hmm. De façon non verbale, de façon verbale, la personne, ça y tente. Mm-hmm. Puis ça, je pense que c'est un élément qui peut être très favorable à la compréhension. Si tu vois que la personne hésite, recule, fronce les sourcils, tu sais, ça, déjà, c'est des signes que la personne ne veut pas. Irréversible. Fait qu'elle peut changer d'idée en tout temps. Sauf que c'est sûr que quand on est rendu à un point de la maladie où on n'est plus certain si la personne... J'ai envie de dire que le plus important, c'est de protéger la sécurité de la personne. Oui. Fait que, même si ça peut être très difficile de peut-être s'abstenir, si on n'est pas certain. Puis, je comprends que les gens ont des besoins, je suis contente, mais il y a l'intimité qui est possible. Il y a personne qui peut enlever le droit de prendre la main, les caresses, les bisous, les câlins, ça, c'est possible. Puis je comprends que là, c'est pas suffisant pour tout le monde. Non, effectivement. Fait que c'est là qu'on peut peut-être revisiter notre concept de fidélité. Tout à fait. Puis notre concept de, comme tu disais, de relation intime, tu sais, d'acte sexuel, on parlait de la pénétration tout à l'heure, mais c'est dans le même principe, c'est que c'est pas parce que t'as pas ça que t'as pas de relation intime avec ton proche. Oui, mais je comprends que là où la partenaire, ça peut ne pas être suffisant pour lui ou elle. C'est là que c'est vraiment un professionnel de la santé qui peut évaluer. Puis en résidence, c'est pas facile aussi. J'ai des résidences, des fois, qui nous appellent puis qui disent, ben là, on les laisse-tu faire, on les laisse-tu pas faire? Parce que pour eux aussi, c'est un certain malaise. On le voit dans plusieurs résidences, parce que nous aussi, on se fait appeler régulièrement de dire, ben là, il y a 2 personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, qui ont des relations sexuelles ensemble, mais on sait pas s'il faut. Mais c'est... Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que c'est pas parce que t'es pas apte à consentir que t'as plus de désir sexuel. Exact. Ça aussi, faut pas nécessairement les mettre ensemble. C'est que la personne peut continuer quand même à avoir une intimité, une sexualité, même si elle n'est pas apte à consentir. Oui. Là, c'est sûr que c'est des détails, j'ai envie de dire, légaux et médicaux, mais tu sais, 2 personnes qui ont des troubles neurocognitifs un peu au même stade, on pourrait dire, seraient beaucoup moins à risque d'avoir des relations sexuelles ensemble qu'une personne neurocognitive avec un trouble neurocognitif versus quelqu'un qui en a pas du tout. Il y a plus de risque d'abus. Fait que, tu sais, c'est tout ça là-dedans là, qu'il faut que les gens... C'est vraiment du cas par cas. Puis je pense aussi que, comme elle avait... Ben justement, pendant le panel qu'on a fait il y a un mois avec Madame Nathalie Paré, qui nous a expliqué qu'elle, eux, comment qu'ils percevaient, c'est de voir comment les gens interagissent ensemble. Puis c'est ce que j'ai déjà nommé à des enfants qui, eux, c'était arrivé à leurs parents. Parce que, ben, c'est ça, c'est de voir aussi comment la personne réagit en présence de l'autre. De dire, ben, si vous voyez que, bon, ben, la dame, elle a eu, oui, des relations sexuelles avec le monsieur, mais à chaque fois qu'elle le voit, elle est fuyante, tu sais, elle est fermée, tu vois qu'elle réagit un peu fortement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais si la dame, quand elle voit le monsieur dans le couloir, elle est contente, elle lui flatte le bras, ben, tu sais, il y a quand même un non-verbal qui tend à parler. Ça veut pas dire que de tout laisser aller puis de laisser faire, de quand même toujours surveiller, mais le non-verbal parle pour beaucoup, surtout en contexte de troubles neurocognitifs où les gens n'ont pas nécessairement la capacité à garder les choses pour eux, là, dans le sens où ils réagissent un peu de façon impulsive, si on veut, selon leur émotion du moment. Mais on a parlé, bon, de, par exemple, un proche aidant qui veut avoir une relation sexuelle avec la personne aidée, la personne qui vit avec le trouble, mais l'inverse peut être aussi vrai. Absolument. La personne qui a un trouble neurocognitif, qui a des comportements désinhibés, qui a peut-être des pulsions sexuelles qu'il n'est pas en mesure de contrôler, va peut-être essayer d'aller justement faire des avances, approcher son proche, sa conjointe, son conjoint, peu importe, sans nécessairement comprendre la notion de consentement. Exact. Sans nécessairement être en mesure de
de lire la personne, parce que la capacité à justement lire l'émotion de l'autre, à se mettre à la place de l'autre, ça aussi, c'est affecté par les troubles neurocognitifs. Donc, dans une situation comme ça, une personne qui est aidée, qui risque de vivre de l'abus de son conjoint qui vit avec un trouble neurocognitif, comment qu'on agit? Premièrement, la première chose qui est mise en tête, c'est la sécurité. Mm-hmm. Tu sais, si on parle d'un ou une conjointe qui deviendrait vraiment... qui agresse son conjoint, je pense que là, c'est de recadrer, puis c'est peut-être là de penser à un hébergement aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois en sécurité dans ta maison avec ton ou ta conjointe tout le temps, en fait. La sécurité, c'est primordial. Tout à fait. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire que si c'est des choses qui arrivent, c'est peut-être là un petit drapeau rouge de faut y repenser, là, tu sais. Mais mettons qu'on se rend pas là, c'est juste des avances insistantes, par exemple. C'est très délicat. Mais il faut jamais se forcer à avoir des relations sexuelles. Non. Fait que, tu sais, je pense qu'il peut avoir... Puis, tu sais, je pense qu'on peut l'expliquer. Tu sais, on passe pas, évidemment, comme tu le sais, du « je comprends » à « je comprends plus ». Non, tu sais, il y a quand même possibilité d'avoir des discussions, de le rappeler, d'y aller avec l'empowerment de la personne, puis l'autonomie, puis, tu sais, lui dire « écoute, moi, ça me tente plus, ça... » Je pense qu'il y a toute cette notion-là aussi de communication encore, même si des fois c'est moins fluide, c'est moins facile, de quand même communiquer, mais de jamais se forcer. Puis je pense que d'être ferme aussi dans certaines situations, ce qu'on se rend compte en accompagnant les gens, c'est que ça leur prend aussi une espèce de cadre. Fait que si on est ferme, les gens vont être... les gens qui ont un trouble neurocognitif vont tendance à « oh, OK, là, on est pris par surprise, si on veut. » Donc, c'est d'être ferme, de le dire « non ». C'est non. Puis c'est correct d'être ferme aussi, de s'exprimer, puis de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. Parce que souvent... je dis ça parce que nous, ça nous est déjà arrivé dans notre centre de jour, par exemple, qu'un monsieur fasse des commentaires, essaye de toucher même une de nos intervenantes. Ça arrive. Mais l'intervenante, il faut qu'elle soit ferme. Non, ça, c'est on tasse la main, puis c'est non. Puis le monsieur va comprendre. Oui. Puis il va... OK, il peut... Il n'y a rien de nuancé dans le mot « non » puis quand on tasse la main de l'autre. Exact. Fait que c'est important. Mais c'est sûr que... Puis, tu sais, il y a toujours, comme tu dis, des nuances, des contextes qui sont différents parce que ça se peut que... Puis c'est aussi de se souvenir qu'une personne qui évolue avec un trouble neurocognitif, oui, parfois, dans certains cas, la personnalité peut changer, mais la plupart du temps, c'est des comportements qu'on a déjà vus avant l'apparition de la maladie, mais qui vont être exacerbés. Fait que peut-être que dans certains cas, un conjoint, une conjointe, deux personnes vivaient déjà dans une relation qui était peut-être avec de l'abus ou un sentiment d'autorité chez... Il y avait une personne qui était autoritaire sur l'autre, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, avec la maladie, ça ne fait qu'exacerber les traits de personnalité de cette personne-là. Possible. Fait que ça aussi, c'est à considérer. C'est pas... Une personne ne deviendra pas, ça c'est extrêmement important à nommer, ne deviendra pas un abuseur ou un agresseur ou ne deviendra pas impulsif au niveau de la sexualité à cause de la maladie. C'est pas un symptôme de la maladie. Puis tu as nommé tantôt, avant l'enregistrement, que c'était important à nommer, c'est que oui, des fois, chez les gens qui ont des troubles neurocognitifs, il y a des comportements qui peuvent être désagréables, qui peuvent être surprenants au niveau sexuel, etc., mais ce n'est... Docteur Laforce l'avait nommé pendant le panel, puis c'est important à redire, c'est que ce n'est pas des agresseurs. Exact. Puis je pense que tu avais il y avait quelqu'un qui t'avait parlé de ça, justement. Oui. C'est que je pense que c'est important de nommer que c'est pas des agresseurs, mais qu'ils peuvent quand même faire des victimes. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, c'est pas voulu, c'est pas désiré de faire, c'est pas pas pervers, c'est pas conscient. Par contre, ça peut avoir des dommages. Une personne devant qui quelqu'un va s'exhiber, par exemple, va quand même être une victime. Ouais. Donc, c'est important de considérer aussi les gens dans la société, oui, les intervenantes proches, mais les personnes proches aidantes aussi qui peuvent devenir victimes aussi de tout ça, là. Fait que, tu sais, faut pas minimiser leurs sentiments. Ils ont besoin d'aide aussi, ces gens-là. Puis ça doit être difficile de devoir être ferme avec son ou sa conjointe pour qui t'as peut-être encore même du désir, mais que t'es plus à l'aise d'avoir la sexualité. Il
il est peut-être arrivé une situation aussi où pendant, l'autre a changé d'idée ou l'autre est devenu confuse. Donc, tu sais, puis ça l'a comme causé un précédent. Donc, dans la sexualité, c'est toujours tellement nuancé, tellement gris, tellement du cas par cas que j'ai envie de dire avec les troubles neurocognitifs, c'est encore plus. Oui, tout à fait. Puis effectivement, ça doit... Tu sais, ça me ramène effectivement que ça doit être difficile dans certains cas d'être ferme parce que, tu sais, nous, en tant qu'intervenante, on n'a pas d'émotions rattachées à cette personne-là précisément. Oui, tu sais, on les apprécie beaucoup, tu sais, ça va de soi, mais on n'est pas intimement relié à cette personne-là, surtout dans un couple où, justement, une personne n'a jamais appris à être ferme puis à nommer ses sentiments, ses émotions, nommer comment il se sent. De le faire là, en contexte de troubles neurocognitifs, comme tu dis, après 35-40 ans de couple, où on n'a jamais nécessairement parlé de ça, où on n'a jamais appris à s'exprimer, puis toujours appris à peut-être un peu subir, si on veut. Mais là, de le faire, c'est tout un travail. C'est de vivre aussi. Tu sais, l'intervenant, il va être un certain temps avec la personne, mais le conjoint, la conjointe, si l'autre est frustré toute la journée, le boude ou la boude, tu sais, c'est tout ça aussi, c'est dans le contexte de l'intimité puis de la maison que ça se passe. Oui, le 24 heures sur 24 où, justement, effectivement, la personne peut subir les conséquences de cette fermeté. C'est important de le faire quand même si on est en mesure de le faire, mais on peut comprendre effectivement que ça peut parfois être extrêmement difficile de le faire, de se mettre de l'avant aussi à travers ça. Puis tu l'as nommé tantôt, je trouve ça super intéressant de toujours... Puis ça, c'est ce qu'on nomme dans tous les concepts, mais le concept d'intimité, de relations sexuelles, c'est important aussi de toujours s'assurer que la sécurité n'est pas mise en cause. Absolument. À partir du moment où la sécurité est mise en cause, même si on n'est pas confortable dans la situation, même si on veut pas le faire parce qu'on a peur des conséquences, dans une situation où ça dégénère, il faut appeler la police, il faut... Là, c'est dans des cas très extrêmes, mais ça arrive. Tu sais, j'ai envie de dire que, comme tout type de violence, ça doit arriver de façon insidieuse, escaladée. Tout à fait. Tu sais, c'est peut-être des gens qui ont toléré un petit peu de la violence verbale avant, de la violence aux objets, à l'environnement, puis que, tu sais, c'est... Puis, comme on a dit, c'est pas des personnes violentes, c'est pas des agresseurs, c'est pas ça qu'on dit, mais les comportements peuvent l'être. Donc, c'est ça, c'est... Tu sais, le message, aujourd'hui, a l'air décourageant, mais c'est parlez-en, en fait. C'est restez pas seul là-dedans, d'aller chercher de l'aide, là. Oui, si on n'est pas en mesure d'en parler à notre proche lui-même, peu importe la raison, c'est important d'aller chercher de l'aide extérieure, d'en parler à un ami, d'en parler à un voisin. Si on n'est pas en mesure de parler à ces gens-là, mais d'en parler à quelqu'un de neutre, comme tu disais tantôt, c'est hyper important parce que garder ça pour soi, vu qu'on est tellement dans la situation, on ne saura pas nécessairement trouver trouver des solutions à travers tout ça. Des fois, de se le faire dire par une personne neutre, ben ça brasse. Puis souvent, on le nomme parce que les gens vont parler à leurs enfants, mais les enfants sont aussi émotivement impliqués dans cette situation-là, que ce soit au niveau intime ou peu importe c'est quoi la situation, les enfants sont aussi émotivement impliqués parce que, ben, dans un exemple, c'est leur père ou leur mère, peu importe. Mais c'est leurs deux parents qui ont toujours aimé, là, ils peuvent pas prendre un parti, mais en même temps, c'est pour ça que... Puis, tu sais, des fois, les conseils viennent du cœur, mais de la meilleure intention du monde, mais c'est pas nécessairement toujours les meilleurs conseils. Fait que d'en parler à une personne neutre, ben le conseil va être beaucoup mieux pris ou il va avoir une perception différente que la stratégie, le conseil, peu importe c'est quoi, là, mais... Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi il faut autant aider les personnes proches aidantes, là. Oui. Oui, il y a des initiatives, mais je pense qu'il n'y en a pas assez parce que c'est des gens qui ont vraiment besoin de support et d'aide, là. Tellement. Puis c'est drôle parce que nous, on a beaucoup de services pour les personnes proches aidantes. Puis les personnes proches aidantes disent tout le temps, puis c'est pas un reproche à nous ou à qui que ce soit, mais souvent, ils se sentent oubliés. Même si ils ont plein de services, ben ils en ont pas assez.
C'est sûr. Ils n'en ont pas assez, puis dans tous les contextes, tu sais. Ouais. Que ce soit le quotidien ou peu importe, tu sais, au niveau intime, etc. C'est super intéressant. Puis à travers tout ça, à travers les troubles neurocognitifs, on se rend compte, bon, parfois, comme je disais tantôt, dépendamment de l'évolution de la maladie, de l'endroit dans le cerveau qui est affecté par la maladie. Dans certains cas, souvent on voit ça dans le lobe frontal, temporal, les lobes à l'avant du cerveau. Il y a une grande désinhibition qui peut arriver. Fait qu'il y a des comportements chez les personnes qui ont des troubles neurocognitifs qui peuvent arriver, qui vont choquer. Ouais. Les gens vont peut-être dire des choses qui vont nous déstabiliser, qui vont nous choquer. Nous, on en a vu là, au centre de jour plein là, des messieurs qui nous disaient qu'on avait des belles chutes de reins, par exemple. Tu sais, c'était pas... C'était drôle la façon dont ils le disaient, mais tu sais, c'est ça, tu sais... Des personnes qui vont dire des choses, qui vont agir de certaines façons. Par exemple, un monsieur qui sort de la salle de bain avec son pantalon sur le bras, plus de pantalon, rien, nu-fesse. Bien ça, comment on agit dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a des stratégies à adopter? Bien, je pense qu'il faut recadrer le plus rapidement possible, aussi pour l'intégrité de la personne. Oui. Ah oui, vraiment. Il ne faut pas oublier que cette personne-là, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Donc, de préserver son intégrité, son image, c'est super important. De recadrer le plus rapidement possible pour éviter de faire des victimes aussi là-dedans. Oui, tout à fait. Mais le plus important, c'est d'essayer de comprendre le besoin de la personne présentement. Extrêmement important, oui. Parce que quelqu'un, par exemple, qui baisserait son pantalon au centre d'achat, ben c'est peut-être juste parce qu'il a envie d'uriner maintenant. Mais on y pensera pas, on va penser à... Ou parce qu'il est inconfortable dans son pantalon, tout simplement. Mais, tu sais, d'emblée, les gens vont dire, ben pervers, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est pas que la personne a envie de s'exhiber, c'est que la personne elle vit un inconfort présentement. Tout à fait. Donc, je pense que c'est de recadrer rapidement, puis d'essayer de comprendre le besoin, puis d'y répondre le plus facilement possible. Tout à fait, parce que dans chaque comportement, il y a un besoin qui est non répondu. Souvent, les gens disent « Ah, moi, mon proche ne fait pas de l'errance. Ah, mon proche n'est pas agressif. » L'agressivité, l'errance, ce n'est pas des symptômes de la maladie. C'est des résultats d'un besoin qui est non... C'est des réactions d'une personne d'un besoin qui est non répondu. C'est le même principe avec les comportements désinhibés. Ouais. Effectivement, que si un monsieur baisse son pantalon dans un centre d'achat, ben, c'est pas parce qu'il veut montrer ses parties génitales. C'est parce qu'il y a probablement quelque chose en arrière de ça. Donc, c'est toujours important d'aller voir en amont, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'il nous exprime quand il fait ce comportement-là? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Puis d'y répondre. Ouais. Puis de dédramatiser aussi les situations, c'est hyper important parce que tu as nommé l'intégrité de la personne, ce qui est vraiment, vraiment pertinent. Mais... la personne, si elle se rend compte qu'on réagit fortement, ça se peut que tout d'un coup, elle sente la gêne. C'est sûr. Puis là, qu'elle se sente inconfortable. Les pantalons baissés, c'est pas toujours idéal. Mais de dédramatiser la situation, puis oh mon Dieu, je pense que j'ai oublié de vous dire, tu sais, de mettre ça sur un peu, pas sur notre faute, mais tu sais, de pas dire que c'est il devrait pas faire ça, de pas le pointer du doigt, mais de dédramatiser, d'utiliser l'humour, ça va toujours aider la personne à justement se sentir OK, c'est pas trop grave ce que j'ai fait. C'est toujours pertinent, ça. Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, faut le plus possible peut-être éduquer aussi. Ouais. En disant, tu sais, je comprends que, par exemple, vous étiez inconfortable, par contre, c'est peut-être pas la meilleure façon de le nommer. Puis d'essayer de... Parce que moi, j'ai quand même le souci de l'environnement autour. Tu sais, s'il y a un enfant qui l'a vu, faut intervenir avec l'enfant quand même. Donc, tu sais, c'est pas facile parce que des fois, t'es tout seul avec la personne, mais tu sais, d'essayer quand même de sécuriser tout le monde autour. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'au niveau de l'éducation, c'est plus complexe en contexte de troubles neurocognitifs parce que l'apprentissage se fait pas nécessairement tout le temps, facilement non plus. Je dis pas qu'il n'y a pas d'apprentissage. Il y en a, mais c'est très limité. Oui. Mais c'est aussi ben, au-delà de ça, ben, c'est effectivement de se rendre compte, on fait pas ça, ben, tu sais, d'essayer quand même de dédramatiser, c'est toujours pertinent parce que ça va faire en sorte que, comme on a dit tantôt, le monsieur n'a pas voulu montrer ses parties génitales à tout le monde, mais il faut qu'il se rende compte qu'il faut pas qu'il fasse ça, mais en même temps,
il y a l'autre côté de se dire, ben c'est correct, oui. on comprend que c'était ce que tu voulais dire. Mais effectivement, que d'essayer d'expliquer, que tu l'as nommé, à des enfants, après ça, tu sais, le monsieur, il voulait pas faire ça. Puis ça, c'est super pertinent aussi de sensibiliser l'entourage autour. Puis souvent, ça, c'est un concept qu'on parle moins parce que, bon, on a parlé de tabou, la sexualité en est un, mais tous les troubles neurocognitifs sont tabous en entier, ce qui fait en sorte que les gens veulent pas en parler. Mais si on sensibilise les gens autour, bien, ça va faire en sorte que dans des situations comme ça, bien, les gens vont comprendre. Exact. Les gens vont être beaucoup plus compréhensifs, puis ils vont être beaucoup plus à l'affût puis alerte à nos réactions aussi. Puis plutôt que de pointer le monsieur du doigt, ben on va tenter de pallier, on va tenter de dédramatiser puis de limiter les dégâts si on veut. Mais je pense que c'est d'aborder la diversité tout court avec tout le monde, avec les enfants, entre autres. T'sais, je pense à un enfant qui aurait un TSA, mettons, puis qui pourrait monter son chandail en public, de ne pas se faire pointer du doigt. Ben, c'est un peu la même chose de parler juste de diversité, qu'il existe plein de gens avec plein de conditions, puis plein de personnalités, puis de ne pas pointer les gens, de ne pas juger, je pense que ça, c'est une éducation sociale là, qu'on doit faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, d'apprendre à en parler. Puis, tu l'as nommé, là, mais on en parle. Mais c'est la base, c'est le mot d'ordre. C'est de communiquer ce qu'on a à dire. C'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est super important. Puis, ça va souvent nous aider parce que des fois, on a peur de la réaction de l'autre, mais la plupart du temps, on se rend compte que la réaction est beaucoup plus douce de l'autre, des autres autour, que ce qu'on pouvait imaginer, tu sais. Surtout si on leur explique. Surtout si on leur explique comment on se sent. Oui, tout à fait. Écoute, je te remercie énormément. Je ne sais pas si on avait d'autres points qu'on n'avait pas abordés, mais je trouve ça super intéressant, le concept de sexualité, d'intimité, de revoir notre façon de vivre notre intimité, de toujours en reparler parce qu'on est, à travers l'évolution de notre couple, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on pourrait... où on peut vous trouver? Au sexplique.org. On est situé à Québec. Oui, à quel endroit? Dans le Carrefour Charlebourg. Carrefour Charlebourg, parfait. Oui. Super. Donc, sur les réseaux sociaux également. Puis, vous faites des conférences, tu sais, si par exemple, une personne qui nous a écoutés aujourd'hui veut en savoir plus, ils peuvent vous appeler? Absolument, nous appeler, nous écrire. On fait des conférences, des formations, on fait un service de soutien aussi, c'est ce qui peut être utile aussi pour les gens qui nous écoutent. Donc, ça peut être de façon ponctuelle, ça peut être en bureau jusqu'à 10 rencontres à tarif modulé. OK. Donc, ça peut aider des fois juste un petit coup de pouce, des fois juste une oreille. Oui. Vraiment, vraiment, ça peut être très pertinent. Merci énormément pour tout. C'était super agréable. Je vous remercie d'avoir été présent. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître nos services, je vous invite à visiter notre site web sociétéalzheimerdequebec.com. Puis, restez à l'affût, il y a d'autres épisodes qui vont sortir dans les mois prochains. Merci!